Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale. Au programme de ce numéro, la prime de partage de la valeur, l'intégration des équipes d'Octopic par Mazars et enfin le nouveau cadre de référence. On commence tout de suite cette émission avec Pierre-Jacques Castanet, président d'Inextenso Avocat, pour parler de la prime de partage de la valeur. Pierre-Jacques Castanet, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la prime de partage de la valeur? Eh bien, écoutez, c'est fondamentalement avant tout une simplification du législateur, il faut le reconnaître. Rappelez-vous, à la suite des Gilets jaunes, il y avait eu la prime Macron, dite prime Macron, pour aider un peu les entreprises à donner un peu de pouvoir d'achat. Et puis après est arrivé le Covid, et donc on a eu une nouvelle prime, la PEPA, prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, avec des règles différentes de la prime Macron, puis une PEPA 2, bref. Tout ça, ce sont de bonnes initiatives, mais compliquées parce qu'à chaque fois, les règles étaient différentes. Là, et c'est pour ça que je parlais de simplicité, il a été décidé d'aménager, surtout de pérenniser cette fameuse prime qu'on appelle désormais donc la PPV, pour les initiés, prime de partage de valeur, qui présente un gros intérêt, à savoir que les règles seront et sont toujours les mêmes, sans qu'il y ait de modification, du moins pour l'instant. Et donc pour les entreprises, ça donne de la visibilité, ça leur permet d'anticiper beaucoup plus qu'elles ne pouvaient le faire avant, et puis on sait que ça va durer tous les ans. Alors qu'à chaque fois, on se disait, est-ce qu'il va y avoir une prime? Est-ce que j'en verse? Est-ce que j'en verse pas? Etc. Donc de la simplicité, de la simplification, il faut le reconnaître parce que ce n'est pas tous les jours le cas en matière de législation en droit du travail. Alors concrètement, est-ce que l'employeur peut désigner les salariés qui vont bénéficier de cette prime? Alors oui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette prime a un caractère collectif. Alors quand je dis oui, vous imaginez tout de suite qu'il y a une restriction, bien évidemment. La seule restriction et le seul critère qui est possible, c'est celui de la rémunération, c'est-à-dire le niveau de rémunération. Et là, également, un point important à noter, on fixe donc dans une entreprise une limite, un niveau de rémunération, et on n'a pas le droit de verser la prime au-dessus de ce niveau de rémunération. C'est en dessous, toujours en dessous. Rappelez-vous, prime de pouvoir d'achat, donc qui est plutôt destinée au salaire, on va dire, pas dans le haut de la fourchette, mais on pourrait très bien dire qu'on en verse à tout le monde, bien évidemment. Mais si on veut imposer, si on veut mettre au sein de l'entreprise une limite, des catégories, eh bien, le seul critère, c'est celui donc de ce niveau de rémunération. On fixe un niveau de rémunération et on va dire, en dessous de ce niveau de rémunération, possibilité de bénéficier de la prime de la PPV. Donc on fixe le niveau de rémunération, mais est-ce que l'employeur décide seul? Est-ce qu'il faut consulter le CSE? Alors, oui et non. Pardonnez-moi encore cette réponse un peu équivoque. Oui, l'employeur décide seul. Il peut décider seul. Alors, bien évidemment, il a toujours la possibilité. On pense notamment dans les entreprises où il y a des CSE ou des délégués syndicaux qui sont présents. Il est toujours possible de trouver un accord. L'accord est quand même la voie royale au sein d'une entreprise parce que c'est comme ça qu'on fixe des règles du jeu au niveau du collectif. Mais dans les petites ou moyennes entreprises, l'employeur, et même dans les grandes, peut parfaitement décider seul de verser ou pas cette PPV, d'en fixer les critères ou pas comme il le souhaite. La seule exigence, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai apporté une réserve, c'est que s'il a un CSE, donc un comité social et économique, il lui faudra, quand bien même il ne passe pas un accord avec ce CSE, le consulter préalablement, ce qui paraît un petit peu normal, parce que tout ça doit être l'exigence d'une concertation, et l'idée c'est quand même de créer du mieux au sein de l'entreprise. Et il faut se baser sur ses élus quand on en a, bien évidemment. Alors, comment faire quand l'entreprise n'a pas de visibilité suffisante pour fixer cette prime? Et quelle flexibilité apporte la loi en la matière? Alors là, effectivement, aussi, élément de simplification et justement de faire en sorte quand on n'a pas beaucoup de visibilité. On a deux moyens, là, aujourd'hui, de pallier ce défaut de visibilité qui est souvent fréquent pour les entreprises. La première, c'est on décide du versement d'une prime, d'un montant, qui peut aller de 3 000 à 6 000 euros si on a un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier des différentes exonérations qui existent. Eh bien, soit on peut décider de fractionner cette prime, on décide d'un montant global et on décide que tous les trimestres, on va verser une partie de cette prime. Ça permet d'avancer en trésorerie, de savoir un petit peu où on se trouve et donc, je dirais, de faire de la prévision sans forcément peut-être avoir le cash immédiatement. Ça, c'est la première formule. Mais l'autre formule aussi qui est intéressante, c'est qu'on peut, tous les trimestres, décider de verser une prime ou pas. Et on peut finalement se dire, premier trimestre, j'y vois à peu près clair, je verse une prime au titre de ce premier trimestre. Deuxième trimestre, j'y vois rien, je ne verse pas de prime. Troisième trimestre, je décide de verser une prime. Et là, je trouve qu'il y a pour les chefs d'entreprise de la flexibilité pour justement prendre en compte
le manque parfois de visibilité qu'ils peuvent avoir. Donc là aussi, de la simplicité, de la flexibilité, et il faut, je pense, s'en féliciter par rapport à ces dispositions qui doivent avoir un écho, je dirais, dans toutes les entreprises, et on parle même des TPE, PME, peut-être même celles-ci sont directement concernées par une telle mesure. Pour terminer, peut-être des points d'attention et de vigilance et des bonnes pratiques Oui, à l'attention alors, des entreprises. Ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est qu'on ne vient pas récompenser les meilleurs. Je vais le dire de façon un petit peu cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une prime qui a un caractère collectif. Tout le monde doit en profiter, qu'on soit, pardonnez-moi, position peut-être un peu abrupte, qu'on soit un bon ou un mauvais élément. Donc, en gros, c'est un caractère collectif, et donc on ne peut pas décider « Ah bah toi, je te verse une prime, toi, je t'en verse pas ». C'est ce caractère collectif qui va permettre le bénéfice des exonérations. Autre vigilance, cette prime, vous l'avez compris, pour l'entreprise, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de charge sociale. Certaines limites, mais en gros, c'est ça qui est intéressant pour tout le monde. Et ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que cette prime se substitue à une prime existante. Ça fait des années que je verse une prime de Noël, par exemple, je ne parle même pas de 13e mois, eh bien, je ne peux pas supprimer cette prime de Noël pour la remplacer de façon, comme un effet d'aubaine, par cette fameuse PPV. Donc là aussi, quelques éléments importants, c'est collectif. Et le collectif fait qu'il ne peut pas y avoir de discrimination, on ne peut pas décider des catégories qui ne sont pas prévues par la loi, qui prévoit, vous l'avez compris, qu'au niveau de la rémunération, c'est ce niveau de rémunération qui est le seul critère et qui est décidé, enfin, qui doit être mis en place au sein de l'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci pour votre éclairage. Vous êtes toujours sur Décideur TV, c'est la matinale et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Inard, associé responsable R&D chez Mazars, pour parler de l'intégration des équipes d'Octopic par Mazars. Laurent Inard, bonjour. Bonjour. Alors, Mazars est vraiment dans le big data ? Oui, alors Mazars, en fait, est dans la data depuis très longtemps. Mazars, ce sont des activités d'audit, de conseil, de la prestation intellectuelle. Ces prestations, elles se nourrissent de données. Donc, ça fait en fait très très longtemps qu'on fait de la donnée. Maintenant, effectivement, ça fait quelques années qu'on investit le champ des nouvelles technologies, le big data, l'IA, et tout ça, en plus de tout ce qu'on fait par ailleurs, en cybersécurité, en conseil aux transformations digitales, etc. Là, on parle vraiment de pure data, qu'on confond toujours, puisque l'univers de la data est extrêmement large. On est vraiment là sur l'expertise, cœur de métier data, dans lequel, effectivement, on se renforce à l'occasion de l'arrivée des équipes d'Octopic. Alors justement, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de ces équipes d'Octopic chez Mazars ? Écoutez, alors ça change plusieurs choses. Alors d'abord, on passe là d'une taille de 30-40 personnes vraiment experts de la data, qui est une taille finalement assez commune. Je dirais, l'univers de la data est extrêmement compétitif en France. C'est tant mieux, hein, mais ouais, en l'occurrence, voilà. Donc il y a énormément d'entités qui, effectivement, sont dans un étiage de quelques dizaines de personnes. Là, avec l'arrivée d'Octopic, on arrive désormais à une taille de 70 à 80 personnes. Et là, pour le coup, ça fait une vraie différence. Et donc, en effet, la taille va nous octroyer un certain nombre de possibilités additionnelles, bien sûr, dans le service de nos clients. Et puis, par ailleurs, on a, je dirais, avec Octopic, maintenant, on complète notre gamme de services dans le sens où on va pouvoir vraiment proposer des missions au long cours, là où jusqu'auparavant, on était quand même plutôt concentré sur des missions commando, spot, qui sont extrêmement importantes, bien sûr, mais en fait, les deux se complètent naturellement. Et donc là, on va pouvoir maintenant, avec cette taille-ci, offrir vraiment toute cette palette de services pour nos clients. Donc, palette de services, vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas un choc de culture entre la start-up Octopic et le groupe Mazars que vous représentez ? Alors, en fait, c'est tout le contraire. Alors, Mazars, quand vous connaissez le groupe Mazars, vous vous rendez compte qu'en fait, on est challenger, notre mentalité de challenger depuis des années sur la plupart de nos métiers. On est complètement drivé par cet esprit d'être en conquête et de ne jamais être dans la complaisance du leader. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, les gens qui nous rejoignent retrouvent complètement cette mentalité-là, et ça, c'est extrêmement naturel chez nous. Le deuxième sujet, c'est qu'on est complètement focalisé sur l'excellence technique. Tout ce qu'on fait doit être dans l'excellence technique, dans toutes nos activités, et donc en particulier dans la data. Et donc, on a une R&D très importante chez nous, et c'est ce qu'on retrouve en réalité également chez Octopic. Donc là aussi, une grande complémentarité dans l'esprit, la manière d'approcher notre marché. Donc des synergies évidentes. Ah, des synergies, oui, tout à fait. Alors pour terminer, quelles sont les perspectives de développement ?
Écoutez, alors, plusieurs types d'angles. Je dirais, d'un point de vue business, nous, ce qu'on souhaite, c'est en réalité passer le plus vite possible au-delà de 100 personnes. On est déjà dans cette dynamique et on voit un écosystème d'ailleurs d'indépendants autour de nous qui nous permet d'envisager effectivement de grimper très très vite au-delà des 100 personnes et de vraiment faire partie cette fois-ci des happy few des pure data. Donc une Ça, forte c'est le côté ambition. business, ouais, tout à fait. Du côté sociétal, on a des ambitions, c'est important. C'est-à-dire que promouvoir l'intelligence artificielle dans les sociétés, dans les entreprises, pour qu'elle crée de la valeur, c'est évidemment notre rôle. Mais en fait, on veut le créer en confiance. C'est encore un univers extrêmement nouveau, extrêmement récent, où il y a beaucoup d'artisanat, des gens extrêmement forts, bien sûr, mais ça manque encore, cette fois-ci, de rigueur, ça manque d'éthique. Donc diffuser la culture de l'innovation, accompagner, voilà. former. Mazars, vous savez, on est tiers de confiance, donc on est là-dedans. Il faut qu'on soit dans l'éthique, tout ce qui est les biais, la discrimination dans les IA, etc. On est très positionné, très investi dans ces domaines, et donc on a cette ambition-là très forte d'exister et de promouvoir ces éléments-là. Puis le dernier élément, c'est la R&D, et la R&D, c'est confidentiel. Donc écoutez, moi je suggère que vous m'invitiez une prochaine fois. Rendez-vous est pris, on va conclure là-dessus. Merci Laurent Hénard. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale. Nouveau cadre de référence, on en parle tout de suite avec mon invité, Michaël Fontaine, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Michaël, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, cadre de référence, de quoi parle-t-on ? Alors, c'est un vrai sujet, le cadre de référence. C'est la synthèse de toute la réglementation qui s'applique aux structures d'exercice professionnel des experts comptables. C'est-à-dire, vous allez retrouver toutes les normes transversales, la norme lutte anti-blanchiment, la norme maîtrise de la qualité, le code de déontologie, et également 3 grands pavés qui concernent les missions d'assurance sur les comptes complets historiques, les missions d'assurance sur les éléments autres que les comptes complets historiques, et toutes les autres missions. Donc ce cadre de référence a fait l'objet d'une modification en juin 2022 pour y intégrer la nouvelle norme activité commerciale et actes intermédiaires. Alors, quelles sont les nouveautés qui ont été introduites par cette norme ? Alors, cette norme qui a été fait l'objet d'un agrément en juin 2022, mai 2021 et intégrée dans le cadre de référence de juin 2022, était attendue, puisqu'elle concerne les activités que des experts comptables, des structures d'exercice peuvent donner, vendre à des clients de manière accessoire à leur activité professionnelle. Quel type d'activité ? Par exemple, la domiciliation d'entreprises ou encore la vente de logiciels ou de matériel informatique. Donc ça, ces éléments, c'est des nouveautés qui sont importantes par cette norme, ces activités, mais avec des points d'attention très spécifiques, puisque cette norme est introduite comme activité au sein du référentiel, et donc les normes transversales, code de déontologie, normes maîtrise de la qualité et normes anti-blanchiment s'appliquent à cette norme activité commerciale et actes intermédiaires. Alors, vous avez évoqué les points de vigilance et d'ascension. Quels sont-ils ? Quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? Alors, les bonnes pratiques, la première question, c'est de vérifier que, dans le cadre de ces activités annexes, le code de déontologie soit respecté. C'est-à-dire que, est-ce que la structure d'exercice professionnel ou l'expert comptable n'est pas en situation de conflit d'intérêts ou de non-indépendance ? Ça, ce sont des points essentiels. Mais également, vérifier, dans le cas d'une structure d'exercice professionnel qui exerce aussi l'activité de commissaire aux comptes, vérifier que la vente, par exemple, de logiciels n'est pas contraire au code de déontologie des commissaires aux comptes. Donc, ça nécessite une vérification en amont. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de vérifier si l'activité qu'on souhaite faire, par exemple la domiciliation, ne nécessite pas un agrément spécifique. Auquel cas, la domiciliation nécessite un agrément auprès de la préfecture. Et sans cet agrément, la structure d'exercice professionnel ne pourra pas avoir cette activité de domiciliation. Le troisième point, c'est l'assurance. Normalement, le contrat groupe des experts comptables couvre toutes les missions et activités des experts comptables. Mais il est nécessaire de vérifier que si on souhaite lancer une activité de domiciliation, si on revient sur ce sujet, qu'on soit bien couvert pour ce type d'activité par le contrat groupe, ou si on a choisi une autre assurance, que ce contrat couvre effectivement ces activités accessoires. Bon, on voit bien 3 points essentiels à retenir pour que ces missions se passent
en bonne et due forme. Merci pour votre passage sur notre plateau de la matinale. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous pour un nouveau numéro de la matinale prochainement sur Décideur TV.